Je suis Anne-Catherine Ledeuf. Je vais avoir le plaisir d'animer cette journée organisée par la Fédération dyspraxique mais fantastique de Seine-et-Marne. Madame Breton va nous dire quelques mots d'introduction, en particulier rappeler l'enjeu de cette journée et les convictions qu'elle porte sur le lien entre la prise en charge d'un diagnostic précoce, la prise en charge précoce, les troubles du neurodéveloppement et les situations d'illettrisme, l'illettrisme étant pris comme un exemple des enjeux de cette prise en charge précoce. Et donc on viendra au cours de la journée sur des apports à la fois théoriques et de praticiens sur les concepts, les situations qui sont concernées et puis cette question de la prise en charge à la lumière, au gré des interventions des uns et des autres, de cette question particulière de l'illettrisme. Donc je vais d'abord céder la parole à Madame Breton donc pour nous présenter à la fois votre association et puis les enjeux de cette journée. Je reprendrai la main après. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Sandrine Breton, je suis présidente de l'association dyspraxique mais fantastique 77, donc pour la Seine-et-Marne, référente sur le 94 et sur le 75, parce qu'il n'y a pas suffisamment de bénévoles pour pouvoir créer une association sur ces départements-là. Et donc nous sommes affiliés donc, à la fédération du même nom, qui est nationale. Je voudrais déjà vous présenter nos excuses sur l'absence de M. Cavalli, qui malheureusement a eu un petit accident hier matin et qui ne peut donc pas être présent aujourd'hui. J'ai aujourd'hui voulu ce colloque parce qu'on a beaucoup de choses qui sont faites et mises en place en ce qui concerne le domaine des enfants, mais on ne parle jamais des adultes. Or, les enfants, ça grandit et ça devient adulte et ça a besoin aussi de s'insérer socialement et aussi dans le monde du travail. Et des enfants mal accompagnés ou non accompagnés, parce que ça arrive aussi, peuvent se retrouver dans des situations de précarité, d'illettrisme, des difficultés de relations sociales et d'intégration qui les empêchent justement d'évoluer dans la société. Ils vont finir par se retrouver au RSA. Voilà, il n'y a pas de prise en charge en ce qui concerne les adultes pour pouvoir financer des bilans qui pourraient mener à un diagnostic, qui pourraient les aider à obtenir un dossier MDPH pour pouvoir bénéficier des dispositifs qui existent pour l'accompagnement des adultes. Et donc, l'enjeu est là. L'enjeu est de montrer que, comme on est 10 et on meurt 10, il faut un accompagnement tout au long de la vie. Et que quand on n'a pas eu la chance d'avoir cet accompagnement durant l'enfance, il faut aussi qu'on puisse pallier à ce manque d'accompagnement à l'âge adulte. Et il faut qu'on donne les moyens à la société. Enfin, il faut que la société donne les moyens aux personnes de pouvoir bénéficier des prises en charge existantes pour pouvoir évoluer, s'insérer dans le monde du travail et donc par là avoir un salaire décent et donc pouvoir consommer et donc produire pour le pays, etc. etc. Donc c'est des enjeux à la fois de santé publique mais aussi d'employabilité et sociale. Voilà. Je vous remercie. C'est Madame Lambert qui va commencer pour la pose de diagnostic. Alors, je vais simplement redire deux mots le temps que Madame Lambert s'installe. Deux mots de l'organisation de la journée. Donc effectivement, on a une petite évolution de programme. Simplement, le principe du séquençage de la journée reste le même. On aura d'abord une première séquence qui va nous permettre de partager un certain nombre d'enseignements autour des diagnostics thérapeutiques et de la problématique générale que vient d'indiquer Madame Lambert, les enjeux de prise en charge précoce et le lien avec les situations d'illettrisme. Et puis dans un second temps, nous reviendrons sur les questions de prise en charge autour de ces enjeux. Donc Madame Lambert, vous préférez rester debout, vous asseoir? Alors moi j'ai besoin de rester debout. Ah, très bien, on va être à deux. Je vais vous présenter avant que vous puissiez intervenir. Donc, vous êtes docteur en neuropsychologie et en neurosciences. Vous exercez, je crois, à Villemomble. Et vous êtes également enseignante auprès d'éducateurs spécialisés et autrice d'un ouvrage à destination des parents, que je me permets de souligner, qui s'intitule « Le jeu et activité autour de l'attention ».
Donc avant peut-être de vous céder la parole, je vais peut-être revenir sur ce que vient d'indiquer Madame Breton, sur les enjeux d'une prise en charge précoce des personnes qui souffrent de troubles du neurodéveloppement, pour éviter effectivement ce type de difficultés telles que l'illettrisme qu'elle vient d'indiquer. Et donc c'est pour ça qu'il faut poser un diagnostic le plus tôt possible, et un diagnostic suffisamment étayé. C'est l'objet de votre travail. Donc nous allons revenir d'abord avec vous sur un certain nombre de concepts et de vocabulaire quand on parle de troubles du neurodéveloppement, les situations de dyspraxie, TDAH, de quoi on parle en fait quand on est face à ces vocabulaires. C'est toujours utile de les rappeler pour les non-spécialistes. Et puis après, vous nous parlerez de la manière de mettre en place un diagnostic, comment ces diagnostics sont normés, sur quels grands principes ces diagnostics reposent, parce que c'est effectivement très structuré et très organisé, quels sont les outils mis en place. Et puis vous nous présenterez aussi quelques exemples de prise en charge. Voilà, je vous cède la parole. Vous connaissez déjà le plan de la présentation. Donc je n'ai pas besoin de me présenter. En tout cas, je suis ravie d'être là, comme toujours, auprès de Madame Breton. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et je vous remercie de proposer ce genre de petits colloques. C'est petit, moi je trouve, par rapport à l'importance en fait qu'on a à avoir à expliquer aux gens, aux parents d'abord, et puis ensuite le parent qui entend le diagnostic d'un enfant, de se dire peut-être qu'effectivement je suis aussi. Donc c'est vrai que c'est la pose du diagnostic chez l'adulte, on la connaît depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Et elle s'appuie énormément sur les travaux qu'on connaît de l'enfant. Et c'est effectivement beaucoup pour le parent, en général, l'écho qu'il va avoir sur sa propre vie et sa propre lecture de parcours au travers en fait, du diagnostic posé par rapport à son enfant. Alors moi, ce que je vous proposais, c'est de faire un petit topo sur ce que c'est déjà peut-être un trouble du neurodéveloppement. C'est assez étonnant de parler du trouble du neurodéveloppement chez l'adulte. On parle de développement, mais le développement, en fait, il commence dès l'instant où on arrive sur Terre et puis il se termine quand on la quitte. Mais c'est vrai que l'adulte est concerné, puisque, comme disait Madame Breton, on naît avec et on meurt avec un trouble du neurodéveloppement. Vous pouvez cliquer sur... Voilà, encore une fois, voilà, ça j'ai tout. Un trouble du neurodéveloppement, il est inscrit comme vous avez des yeux bleus, vous avez des yeux verts, vous avez des yeux marrons. C'est une particularité. Une particularité qui s'inscrit déjà au premier temps de la création de l'individu. Et les origines de ce type de problématiques sont plurifactorielles. Donc ici, je vous ai indiqué les différents facteurs éventuels qui vont éventuellement entraîner intra-utérin ou les premiers temps de vie d'un enfant, des conséquences finalement sur l'organisation de son cerveau. Donc l'organisation, elle peut être purement structurelle, c'est comment il est organisé, est-ce qu'il a une formation relativement cohérente ou classique de son substrat neuronal, mais ça peut être aussi d'un point de vue purement neurochimique, c'est-à-dire des neurotransmetteurs qui ne font pas leur travail. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est inscrit parfois à la base sur une problématique génétique. Certains gènes, on commence à connaître maintenant, ont une importance sur certaines migrations des neurones. Vous savez, c'est un arbre. Et puis parfois, un simple gène, une petite fraction très importante et défaillante et ne permet pas finalement au cerveau de se développer correctement. Donc c'est vrai que... Pardon, je vais trop vite. Normalement, c'est moi qui suis rapide. En tout cas, tout ça pour expliquer que les troubles du neurodéveloppement, c'est vrai que Madame Breton insiste aussi sur quelque chose d'important. Et l'adulte est aujourd'hui très concerné parce qu'on ne le connaissait pas par le passé et parce qu'il faut le préciser, il s'agit d'handicap invisible. Donc, si on est en fauteuil roulant, si on est aveugle, parce que j'ai travaillé sur la cécité, ça se voit.
Un patient qui a un trouble du neurodéveloppement lié à un trouble du spectre de l'autisme qui peut se voir, mais pas toujours, on pourra le voir, une dyslexie, tout ça, ça s'observe bien plus tard dans le parcours du patient. Allez-y. Voilà. Donc ça, les troubles du neurodéveloppement et particulièrement la catégorie des troubles 10, on a plusieurs caractéristiques qu'on doit effectivement préciser à chaque fois pour finalement se dire on est dedans ou on n'est pas dedans. La première chose, effectivement, c'est que le trouble doit être spécifique. C'est-à-dire que dans notre démarche, on doit toujours évacuer par déduction ou par exclusion, dire le patient ne présente pas des difficultés à voir, à entendre. On n'est pas non plus spécialement sur des difficultés purement de mauvaise stimulation, etc., etc. La deuxième particularité, c'est que le trouble doit être durable, c'est-à-dire qu'on parle chez un enfant, au premier temps de ce qu'on peut constater, on va parler de retard. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que malgré les prises en charge, la difficulté persiste dans le temps. Donc ça, c'est effectivement toujours quelque chose qui doit être mesuré. Et vous verrez aujourd'hui ce que je présenterai, c'est que la temporalité des troubles est aussi extrêmement importante quand on pose le diagnostic. Troisième point, c'est que les problématiques doivent être présentes dès les premières étapes du développement. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, on apprend à lire à 6-7 ans. Donc ça, c'est vrai. Pour tout ce qui est trouble d'apprentissage, on le voit plus tardivement. Mais en général, les problématiques neurodéveloppementales, on commence à sentir qu'il y a quelque chose de difficile, de compliqué dans l'installation de certaines capacités. Et puis, le quatrième point important, c'est qu'on doit avoir un impact dans la vie scolaire, la vie professionnelle, etc. On dit toujours que si on n'a pas vraiment de troubles, ou en tout cas on va réussir à compenser. Est-ce qu'on parle de troubles? Non. Par contre, si effectivement on a une répercussion, un retentissement important dans notre quotidien, professionnel, familial, social, etc., là, effectivement, on va dire qu'on est dans une situation de handicap. Alors, dans les troubles du neurodéveloppement, on est dans une classification. Une classification suivant les professionnels. On va s'appuyer soit sur des manuels, peut-être vous avez déjà entendu parler, du DSM, de la CIM. Ce sont vraiment des manuels de référence pour les professionnels sur lesquels on peut s'appuyer. Je tiens à préciser quand même un élément extrêmement important, c'est que nous, professionnels, dans le paramédical, ou ce qui me concerne la partie autre, on est là pour apporter des éléments de diagnostic, mais on ne diagnostique pas. C'est-à-dire que toujours les choses doivent être chapeautées par un médecin. Donc, dans les manuels qu'on va avoir en référence, on va les voir justement en illustration en deuxième partie de la présentation. On est vraiment sur comme un listing de symptômes. Donc, et en fonction des éléments que le patient va cocher à chaque fois, on va valider ou non dans notre parcours diagnostic les éléments. Mais ça, on va le voir plus tard. Parmi tous les troubles du neurodéveloppement, vous voyez, on a un listing assez clair. On a dans cette famille-là le trouble du spectre de l'autisme, le TSA. Parfois, certains professionnels utilisent encore ce qu'on appelle le TED, trouble milestone du développement. On préfère plutôt parler de TSA. Le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, c'est ce qu'on appelle le TDAH. Je ferai une petite illustration tout à l'heure. Et puis, vous avez d'autres troubles, d'autres classifications, comme le trouble de la communication, qui peut être à la fois des problématiques de production, de communication, en tout cas de production de langage, donc d'un point de vue purement orobuccal, tout ce qui est production du langage, mais aussi en termes de communication sociale. Les troubles moteurs, dans lesquels on peut retrouver justement les troubles du développemental des coordinations, la fameuse dyspraxie,
Et puis d'autres dominantes comme les GI de la Tourette, les syndromes de tic, de mouvement. Et puis l'avant-dernière classification, on va y retrouver les troubles spécifiques des apprentissages, donc ceux qui sont rattachés finalement à la scolarité. Donc on y retrouve ce qu'on appelle troubles spécifiques du langage oral, donc la dysphasie, troubles spécifiques du langage écrit, dans lesquels on va retrouver la dyslexie, la dysorthographie, et puis un trouble de la cognition mathématique, qu'on peut appeler aussi dyscalcul. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de terminologie finalement maintenant, je trouve un peu trop, et plus ça avance, j'avais fait une vidéo là-dessus, plus ça avance et plus là, en fait, la terminologie est très longue, alors qu'il est 10, finalement, on les retient beaucoup mieux. Et puis la catégorie, la dernière, c'est les troubles du développement intellectuel, donc la déficience intellectuelle. Donc dans les chiffres, on va avoir une population quand même relativement concernée. Les derniers chiffres remontent à novembre 2023, où on va considérer qu'on est à peu près sur 6 à 8% quand même de notre population, avec évidemment beaucoup plus de précision chez les enfants, parce que là on commence vraiment à avoir une vraie mesure et en fonction de la problématique, un échantillonnage assez clair du pourcentage. Il faut préciser aussi que quand on a un trouble du neurodéveloppement, en général on n'a pas de cas. On peut en avoir une combinaison, ce qu'on appelle une comorbidité, ou une co-occurrence des problématiques. Et puis, le chiffre très important de ce jour, c'est qu'on ait eu, on va dire, une prise en charge comme la population qu'on va évoquer aujourd'hui, sans prise en charge parce qu'on n'était pas au fait de tout ça par le passé. On est quand même à 70% à peu près quand même, de patients qui vont garder des difficultés et fragilités dans leur parcours liés au trouble du neurodéveloppement. Okay, donc là, vous avez des petites têtes toujours importantes, voilà, qui sont assez connues pour nous finalement relativiser aussi que les troubles du neurodéveloppement, on peut faire des choses. Voilà. Et jamais se laisser dire qu'on n'aura jamais son bac dans la vie, parce qu'on peut l'avoir. Tout à fait. Voilà. Donc, parler de diagnostic, ça veut dire qu'on touche à la notion de handicap. Okay, si on n'a pas de problématique, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est pas spécialement la peine, ou d'impact, c'est pas spécialement la peine de rentrer dans cette démarche-là. Donc, c'est important effectivement de mesurer une souffrance chez l'adulte, ou chez l'enfant d'ailleurs. Donc la souffrance, on va la retrouver en général pour l'adulte dans le cadre professionnel, sur le plan aussi familial et également social. Okay, la difficulté chez l'adulte, c'est qu'il a toujours masqué, il a toujours compensé. Par exemple, quand je vois des patients qui ont un trouble du spectre de l'autisme au cabinet, surtout chez la fille, chez la femme, c'est très difficile. Le parcours est délicat, compliqué, parce qu'on les appelle les caméléons. Elles ont réussi, on va dire, à trouver des moyens de compenser, pas de supprimer. Certains symptômes se suppriment, tout doucement, effectivement, mais ça reste très compliqué. Et à un moment dans leur vie, ça explose. Donc on est face à une population qui est dans la dépression et puis burn-out parce qu'ils ne savent plus du tout gérer tout ça. Donc c'est vrai que si, même à l'heure actuelle, on voit qu'on n'a pas d'aménagement, on va naturellement avoir des bonnes compensations, des stratégies, mais parfois des aggravations. Par exemple, dans le trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, on va avoir au fur et à mesure comme un effet de tsunami en fait, des problématiques et des parents qui ne savent plus du tout gérer
Par exemple, un gros trouble de l'opposition avec provocation parce que le patient n'a pas réussi à compenser et que le parent, finalement, n'arrive plus du tout à gérer les comportements. Donc, vous voyez, les choses s'enchaînent et finalement, cet enfant-là, quand il grandit, eh ben, il grandit avec ces particularités-là et puis devient au fur et à mesure sur des problématiques qui vont concerner non plus son milieu familial, mais la partie sociale. Donc c'est vrai que c'est un enchaînement de grandes difficultés. L'autre difficulté du parcours, c'est que nous, en tant que professionnels de santé, il faut s'accrocher. C'est-à-dire qu'on n'est pas formé, ou en tout cas il faut vraiment qu'on se forme, qu'on est vraiment, qu'on soit au fait des derniers éléments, de possibilités effectivement de bien être certain de comment on va lire un patient. Donc ça c'est important. Le parcours différentiel, on va le voir, il est assez difficile parce que, comme je vous disais, ça ne se voit pas toujours. On lit les symptômes, on a l'habitude, mais ça ne se voit pas spécialement. On a aussi une comorbidité, donc on ne sait pas si c'est un patient qui finalement est simplement très anxieux. Il fait des petites attaques de panique comme ça parce qu'il est en train de développer une phobie sociale ou scolaire quand ils sont encore un peu assez jeunes, ou si c'est caractéristique d'une problématique, d'un TDAH, pourquoi pas, ou d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc cette comorbidité-là est un peu fragile, est un peu difficile à nous aider à lire les choses. Voilà, vous pouvez y aller. Okay. Alors, je voulais faire un topo parce que je sais que Madame Breton, vous êtes attachée aussi à ça, c'est de comprendre aussi finalement quand on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vrai que les premiers éléments, le patient lui-même, hein, ce qui le concerne déjà avant tout, c'est les risques qu'on peut avoir d'un point de vue individuel, donc qui vont être totalement différents d'un patient qui présente un TSA, d'un patient qui présente un TDAH évidemment. Mais globalement, ce qui va se passer, c'est que si on ne fait rien du tout, et on le voit avec la population adulte actuelle, c'est que très vite les patients finalement sont sortis du circuit scolaire rapidement. On va aussi évidemment en parler peut-être tout à l'heure, même si ce n'est pas ma spécialité, parler d'illettrisme aussi parce que c'est une conséquence finalement d'une autre difficulté d'outillage, comme j'utilise terminologie en général. Et puis parfois des délinquances, des patients qui sont totalement perdus avec eux-mêmes, avec leurs problématiques, et puis on y va à fond les manettes. Et puis on a aussi des effets en cascade. J'utilise moi un peu les symptômes précipitants, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on est face aussi à des patients qui sont très souvent au cabinet. J'ai cette image-là qui revient du puzzle. Je ne sais pas pourquoi je viens, j'ai besoin de venir parce que j'ai l'impression, on m'a diagnostiqué ça, mais j'ai par exemple l'impression qu'il me manque cette chose. Donc ça, c'est vrai qu'ils sont très en mal-être parce qu'ils ont une intuition en général. Et puis l'effet cascade aussi, c'est qu'on va sombrer pour certains patients qui sont dans l'incapacité à gérer l'impulsivité vers des profils d'addictologie, etc. Donc ça, c'est des choses compliquées. Le sommeil aussi est vraiment une symptomatologie extrêmement importante dans cette population. Et puis au final, alors je déteste parler de ça, je trouve ça c'est horrible, mais effectivement on a un coût social finalement, il y a des conséquences à long terme finalement de la non prise en compte de ce type de difficultés chez l'adulte, avec des situations de patients qui finalement n'ont aucun bagage professionnel, qui se retrouvent finalement dans une précarité assez importante, et puis qui vont subir finalement une situation de chômage, etc., des dépressions massives avec des besoins d'hospitalisation, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, voilà, je voulais un petit peu prendre du temps pour faire un point là sur une petite première partie. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans un côté un peu dynamique ou... Oui, on peut prendre un premier temps de questions-réponses pour être en interaction avec vous. Est-ce que ça suscite des questions, des interrogations, peut-être aussi des compléments des autres intervenants de la journée? Oui, madame. Oui, bonjour. Je vais aider. C'est parce que
Non, il n'y en a pas. En fait, c'est ce que vous pouvez revenir en arrière. Il y a juste une étude qui a été parce que je l'ai cherché justement, une étude qui a été faite, qu'on retrouve sur le site de la Haute Autorité de Santé. Vous l'avez juste en dessous, justement, le lien direct, et qui est plus finalement un travail et de l'impact, mais surtout sur le TDAH. Mais d'une manière globale, il y a vraiment pas. J'ai cherché justement parce que je me suis posé la question. Non, parce que, et en même temps, c'est compréhensible parce que combien de patients, en fait, on n'a pas identifié. Moi, je me disais ça, vous voyez, je travaille dans le domaine depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, il y a 20 ans, on se disait, mais combien on a de patients, et puis qu'est-ce que c'est? Donc, on tatouillait encore un petit peu, finalement, j'ai l'impression d'être un dinosaure, là, pour le coup. Mais pour l'enfant, on tatouillait quand même sur ça, et beaucoup de patients, alors beaucoup moins maintenant, je m'en rends compte dans mon parcours professionnel, mais beaucoup de patients arrivaient en consultation, ils avaient 14-15 ans, et ils sont passés à travers les mailles du filet, vous voyez, donc j'ose même pas imaginer les adultes. Il y a énormément d'adultes qui ne sont absolument pas diagnostiqués, et en termes de chiffrage, c'est compliqué. Mais pour répondre quand même à votre question, je vous invite à aller voir sur la Haute Autorité de Santé et puis lire ce petit article-là, mais il est plus ciblé sur le TDAH. Personnellement, j'ai de plus en plus de personnes adultes entre 30 et 50, etc., qui m'appellent chaque jour pour savoir comment poser un diagnostic, et pour qui il s'avère qu'effectivement on finit par découvrir des troubles qu'ils ne savaient pas et qui ont des difficultés justement d'insertion à l'emploi. C'est pour ça que je voulais vraiment ce colloque aujourd'hui, parce que justement aucune étude n'a jamais été faite sur l'adulte, et on n'a jamais fait de réels comparatifs. Et moi, je me suis rendu compte en discutant avec des personnes que j'ai rencontrées, avec d'autres associations, etc., que certaines mêmes personnes en situation d'illettrisme étaient probablement 10, mais ne l'ont jamais su. Parce que en questionnant, en regardant, c'est des personnes qui ont eu accès à l'école, c'est des personnes qui ont eu un diplôme, une formation, c'est des personnes qui ont été à l'armée, qui ont passé leur permis de conduire, mais qui sont incapables aujourd'hui de se diriger sans un GPS audio parce qu'ils n'arrivent pas à lire les panneaux, parce que voilà. Donc il faut vraiment être conscient que c'est difficile d'avoir des chiffres quand on ne sait pas combien. Il y a des personnes qui sont passées à la trappe, sachant que l'intelligence est préservée, donc on pense souvent avec elle. On masque les troubles parce qu'on compense avec l'intelligence, et on masque l'intelligence parce qu'on est freiné par les troubles. Donc, la question était plus de dire, on sait par exemple quand il y a des dépressions, des burn-out, des choses comme ça serait peut-être de se retourner vers ceux qui font des études sur la dépression et le burn-out, et voir si la fatigabilité. Raison de dépression burn-out, est-ce que c'est des gens qui sont ou non porteurs de troubles, c'est peut-être se rendre compte que la conventionnalité. C'est pour ça, moi, que j'aimerais bien effectivement qu'on puisse faire des études un peu plus spécifiques sur l'adulte, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les enfants qui sont différents ont souvent tendance à faire des dépressions parce que le regard des autres est très impactant. C'est comme les personnes un peu en situation d'illettrisme. Quand vous êtes un adulte 10, vous essayez de le cacher parce que vous avez honte, alors qu'il n'y a aucune honte à avoir. Je veux dire, c'est pas de votre faute, vous êtes fait comme ça. Malheureusement, le système n'est pas fait pour vous permettre de montrer pleinement vos réelles capacités si on ne vous donne pas les aménagements nécessaires. Et effectivement, à force d'épuisement, parce qu'on va essayer, et puis peut-être faire 100 fois plus d'efforts que les autres, parce que pour arriver à un résultat qui est en dessous des attentes espérées par rapport aux efforts fournis, forcément, au bout d'un moment, moralement, ça vous impacte. Donc effectivement, ça ne serait pas une mauvaise idée de demander à des personnes qui font des études sur les burn-out, les dépressions,
de faire des statistiques aussi par rapport à la population d'ici. Je voyais Jonathan Joanny réagir tout à l'heure, vous interviendrez cet après-midi, peut-être que vous avez des compléments à apporter. Oui, en complément, déjà, j'ai aussi cherché des études dans ce sens que je n'ai pas trouvé. C'est pour ça aussi tout à l'heure que j'ai plutôt parlé de retour d'expérience, de l'apport d'un accompagnement pour les personnes 10 vers l'insertion professionnelle, mais pas étayé forcément avec des chiffres, parce que c'est très compliqué à chercher, très compliqué à trouver aussi des études qui sont vraiment centrées sur le bénéfice d'une prise en charge au service du coût social et de comment ça pourrait limiter le coût social et les difficultés liées à l'insertion professionnelle, déjà pour cibler une thématique qui est assez large et importante. Et déjà, en questionnant déjà ces chiffres-là, on remarque déjà sur des questionnaires de satisfaction, presque je pourrais dire des accompagnements qui existent déjà, que pour les personnes concernées, je trouve que ce n'est pas suffisant et que ça n'a pas été suffisamment bénéfique. Donc déjà, dans les accompagnements qui sont proposés aujourd'hui, sur des personnes qui ont été identifiées, les personnes estiment qu'il faudrait faire plus, alors que souvent c'est déjà des personnes qui ont eu la chance d'avoir un accompagnement et un diagnostic, et en plus de ça, un accompagnement type Pôle emploi, Cap emploi, des dispositifs France Travail ou autres. Donc c'est vraiment, là je pense que si on arriverait à faire une étude dans ce sens de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées, on verrait vraiment déjà le large fossé entre déjà ceux qui sont en difficulté alors qu'ils ont eu la chance d'avoir une intervention précoce et ceux qui n'ont pas eu du tout d'intervention et là pour lesquels c'est vraiment difficile de comprendre, de pouvoir aborder ces thématiques-là et du coup pour qui le coût social va être vraiment beaucoup plus élevé. Merci. Moi, je me demandais comment ça se passe à l'étranger, parce qu'on regarde souvent la France. Est-ce que vous avez une connaissance des travaux à l'étranger ? On dit toujours que les États-Unis sont très en avance, les Canadiens aussi, mais probablement oui. Mais je n'ai pas spécialement de. Oui, c'est sûr que au Canada, ils ont vraiment des prises en charge très spécifiques. On n'est pas du tout dans la même politique et la même façon d'aborder l'individu, le patient déjà. Et c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup d'avance par rapport à ce qui va être mis en place, par exemple, sur les dyspraxies ou des choses où effectivement on va reprendre d'un point de vue purement verbal la prise en charge, etc., de l'adulte ou de l'enfant d'ailleurs. Voilà. Très bien. En fait, oui, bon. On est en France. Et c'est vrai qu'en France, on est très en retard. Je vous propose qu'on poursuive, parce qu'on a démarré un petit peu en retard. On pourra reprendre des questions après. Donc, on va passer justement à la question du diagnostic. Comment poser un diagnostic chez l'adulte ? Voilà. Donc, quand un patient vient me voir, je vais être très attentive sur 4 points, 4 grands axes pour m'accompagner dans cette démarche. La première des choses, c'est la temporalité des troubles, parce que le patient, il arrive, il a, je sais pas moi, 25, 40 ans, 50 ans. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, c'était un monsieur de 60 ans pour un diagnostic de TSA. Donc l'important, c'est vraiment de s'arrêter, de se dire, ok, quels sont les symptômes et comment ça s'articule dans votre vie. Donc c'est important de voir si les symptômes, on avait des symptômes quand il était plus jeune, finalement les uns les autres, comment ça s'est enchaîné, comment ça se structure en interne, et puis comprendre aussi comment il s'est structuré, comment lui-même a trouvé des moyens pour compenser ses difficultés. Donc c'est vrai que le premier point de la temporalité des troubles est extrêmement, ce point-là est super important. Évidemment, le deuxième point pour nous en tant que professionnels, c'est de bien comprendre les symptômes, de bien les connaître, les maîtriser, et puis accompagner en tout cas le patient pour qu'il puisse obtenir par la suite le diagnostic s'il y en a un, évidemment. Donc c'est important effectivement de bien faire des distinguos sur certains symptômes, parce que le symptôme, la souche, c'est peut-être pas spécialement, par exemple pour l'anxiété, spécialement on va dire une anxiété ou une phobie ou autre chose. Peut-être qu'il y a autre chose derrière tout ça, le TSA, et l'importance, ou en tout cas
Ma mission, c'est au moins de faire le tri et déblayer un peu tout ça. Troisième point, c'est de revoir les critères d'inclusion et d'exclusion. C'est-à-dire, je regarde le patient, avec le patient, et on regarde est-ce que ça, finalement, c'est important, est-ce qu'on rejette, est-ce qu'on retient certaines caractéristiques. Et puis, évidemment, quatrième point, c'est de reprendre le retentissement. Donc, c'est comprendre un petit peu comment, finalement, la problématique ou les problématiques ont un impact sur sa vie. Donc, il faut bien repérer que s'ils sont dans une démarche de diagnostic, c'est qu'on a vraiment des problèmes. Okay. Si je suis hyperactive, je suis hyperactive, mais est-ce que j'ai besoin d'aller faire le diagnostic? Si je vis avec et je vis bien avec, ça me sert à quoi, vous voyez? Par contre, si effectivement je suis hyperactive, je coupe la parole à tout le monde, je laisse pas passer, je suis complètement speed et plus personne me suit, là oui, il faut peut-être que vous voyez la différence. Alors ensuite, pour la suite, donc, en général, les patients, quand ils viennent nous voir, ils viennent vraiment pour essayer d'avoir des réponses à plein de questions. Ils viennent vraiment avec beaucoup de choses, en fait. Alors, Google, ça n'aide pas, c'est sûr, mais ils viennent aussi avec des explications autour de leur vie, comment ça a été compliqué, leur scolarité, ça a été une horreur, etc. Donc, ils sont là vraiment pour essayer de voir si éventuellement on peut trouver ici une pièce au puzzle. Donc, effectivement, on va refaire un point sur l'anamnèse, c'est-à-dire leur vie. S'ils viennent ici, c'est pourquoi, quels sont les symptômes, est-ce qu'il y a un retentissement, comme je vous disais, et puis on va commencer une enquête, c'est-à-dire on va commencer à rentrer vraiment sur ce qu'ils mettent en avant et comment finalement ça s'est installé chez eux depuis qu'ils sont petits. Et puis l'aspect différentiel, ça va être une partie, voir un peu de la scolarité, comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont géré finalement ou pas trop géré, est-ce qu'il y a eu du harcèlement, est-ce qu'il y a eu une déscolarisation, etc. Quels sont les comportements ou le comportement dominant chez eux, et puis comment les autres en parlent, donc comment ils s'inscrivent socialement. Donc à l'issue de cette étape, moi je formule, lorsqu'on est neuropsy, on formule des hypothèses et je me dis ok, alors là ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ou ça ressemble à ça. Et moi mon principe ensuite c'est de vraiment essayer d'accompagner le patient à voir si on retient ou non une hypothèse qui sera ensuite confirmée par le médecin. Donc moi mes 3 axes importants, c'est effectivement un étayage clinique, c'est-à-dire que j'observe le patient même quand il est déjà dans la salle d'attente, et c'est très important. D'un point de vue psychosocial aussi, donc on va faire un étayage à partir de questionnaires, et puis si besoin, une évaluation. Dans cette première partie très clinique, là quand je dis clinique, c'est vraiment comment le patient est avec moi, donc il y a beaucoup de lectures, beaucoup de choses à voir avec lui, mais aussi à travers les retours qu'on va avoir à partir de certains questionnaires ou des échelles pour sentir finalement ce qui est mis en avant et ce que la famille va mettre en avant, soit actuellement, soit dans son passé. Donc d'un côté, on va être sur du symptôme et sur l'autre côté, on va être plus sur du retentissement. Alors, dans les outillages, les évaluations, là, on est sur une 3e lecture, on va avoir, en tant que neuropsy, on a beaucoup d'outillages parce qu'on connaît très très bien le système cognitif et donc on va pouvoir aborder le patient de différentes manières. On va être vraiment sur qu'est-ce qui m'intéresse de voir, ce qui intéresse aussi le patient parce que c'est répondre aussi à ces questions. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire un bilan intellectuel ? Donc là, par exemple, pour l'illettrisme, pour reprendre l'illettrisme, c'est très important de faire un étayage, un bilan intellectuel, parce que on n'est pas de toute façon dans un outillage scolaire, donc la lecture ou tout ça, on n'en a pas spécialement besoin. Par contre, on va lire à travers les résultats vraiment si il a des outils qui sont préservés ou des outils qui sont compliqués. Okay, donc ça, c'est vrai que c'est une démarche qui peut être importante, c'est de réaliser un test de QI.
non pas où on veut savoir à tout prix quelle mesure il a, mais c'est vraiment qu'à travers le test, on va le voir tout à l'heure, on peut avoir une vraie vision générale du patient. Et puis le bilan neuropsy, lui, il va s'attarder sur les outils et le principe, c'est d'aller cibler au maximum les difficultés à travers des épreuves. Voilà. Non, ça va, c'est pas mal, je trouve. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être Strictement sur le diagnostic, oui. Ouais, Peut-être. J'avais une question. Excusez-moi, je vais parler fort. Oui, c'est bon. J'avais une question, c'est comment les adultes arrivent en consultation chez vous? en train. Ils arrivent stressés. Non, mais ce que je veux dire, par qui ils sont... La démarche, d'accord, Oui, la démarche, dans ce sens-là. Oui, alors ils arrivent quand même stressés, avec beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes, beaucoup d'espoir. Enfin, vraiment, je ne dis pas ça comme ça, je pense que tous les neuropsy vont vous le dire. Et je suis très surprise parce qu'ils sont extrêmement courageux. Et d'ailleurs, je leur dis, toujours à la fin de la séance d'entretien, je leur dis, écoutez, c'est une démarche qui est passionnante, parce que ça va être une vraie aventure. Moi, j'adore, parce qu'on nous, on ferme, etc. Et on les accompagne au fur et à mesure, d'une séance à l'autre, on va vraiment décortiquer les choses avec eux. Mais je leur dis toujours, est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est super important. C'est parce que si c'est pour mettre le bazar encore plus dans la tête, ça ne sert strictement à rien. Des fois, il m'est arrivé de dire, écoutez, là, on n'est pas prêt, c'est pas la peine. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, c'est très souvent, pour l'adulte, c'est 80%, ils viennent tout seuls, d'eux-mêmes. Ils ne sont pas spécialement envoyés par un professionnel. Ça peut arriver par un médecin, par le médecin généraliste qui nous connaît, qui dit peut-être qu'il faudrait le préciser, vous avez des particularités, il faudrait peut-être aller voir. Mais c'est très rare. La majorité, ils viennent vraiment spontanément. Nous, on a beaucoup d'appels téléphoniques d'adultes qui nous demandent, voilà, qui nous disent qu'ils ne savent pas par où commencer, comment faire. Et effectivement, on les oriente. Pour nous, le premier bilan à faire, que ce soit enfant ou adulte, c'est le bilan neuropsychologique. Pour pouvoir justement poser déjà les hypothèses, les bonnes hypothèses, et éventuellement, le neuropsychologue va demander l'étayage d'autres professionnels paramédicaux pour compléter ces hypothèses. Donc, pour éviter l'errance, etc., c'est vrai qu'on leur conseille, nous, d'aller de faire un bilan neuropsychologique complet, de façon à ce qu'on puisse les orienter vers les bons professionnels après, et ensuite de faire poser le diagnostic par un médecin spécialiste des troubles du neurodéveloppement, ou un neurologue, ou un psychiatre. Voilà. Et pour s'adresser à vous, Madame Breton, parce que vous êtes une association dyspraxique mais fantastique, il faut déjà être sachant sur la dyspraxie. Alors, en fait, les gens, souvent, quand ils ont une plainte, entre guillemets, ils cherchent beaucoup sur Internet. Et moi, il y a énormément de gens qui m'ont dit, voilà, je vous ai trouvé sur Internet. Ça ressemble un peu à ce que j'ai, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue, j'arrive pas à garder un travail, ou j'arrive pas à passer le permis de conduire, ou des choses comme ça. Et de là, on discute un petit peu ensemble, et en fonction de ce qu'il me dit, de ce que j'entends, etc., je l'oriente vers le bilan neuropsychologique, en lui disant voilà, de passer par son médecin pour avoir une ordonnance, même s'il n'y en a pas forcément besoin, mais c'est toujours mieux après pour faire la demande du dossier MDPH. Moi, je travaille dans un institut de formation, et là, c'est vrai qu'on trouve, ma collègue aussi, qu'on a donc en post-bac et en infra-bac, qu'on forme des professionnels de santé, et on trouve là depuis quelques années maintenant qu'on a de plus en plus, alors voilà, 2 personnes avec des problèmes de 10. Alors
voilà, tout ce qui était dit, c'était pas vraiment diagnostiqué, on était plus voilà, sur les personnes on va dire, handicap visible et pas invisible. Et là, je suis confrontée à des difficultés des personnes qui sont en échec et je ne sais pas quoi leur conseiller. Et donc, comme vous dites, les étapes, voilà, on discute avec eux, on se rend compte que dans leur enfance, ils ont eu des difficultés. Certains ont des suivis, d'autres pas. Mais on a quand même des personnes qui arrivent avec, voilà, ce dont vous parliez, avec un problème d'illettrisme. Et on voit bien quand... et je me dis, bon, là, ils vont dans le mur. N'hésitez pas à les orienter vers les associations. Et le problème, c'est que derrière, moi, je ne savais pas, c'est pour ça que d'ailleurs on est là, merci, pour pouvoir voilà, les guider, les conseiller. Parce que nous, notre objectif, c'est de les amener à avoir un diplôme et à entrer sur le marché du travail. Et là, j'en ai quand même de plus en plus qui, c'est impossible. Donc, comment les aider, comment les accompagner? Donc, je suis un peu ici pour avoir un peu de réponse. Mais je me dis, est-ce qu'il est aussi facile d'avoir des rendez-vous avec des neuropsychologues, quoi? La problématique, c'est que c'est très cher de faire un bilan, que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, sauf si on fait une demande d'aide financière à la sécurité sociale, ce qu'on appelle une demande extra-légale, mais qui dépend d'une enveloppe de subventions et qui s'amenuise au fur et à mesure de l'année, et on n'est pas sûr non plus de l'obtenir, et c'est sous condition de ressources. C'est ça toute la difficulté aussi pour la pose de diagnostic chez l'adulte, hein, c'est ce manque aussi de possibilités. Vous pouvez faire passer par la mutuelle. Vous avez certaines personnes qui ont des bonnes mutuelles peuvent effectivement faire une demande auprès de la mutuelle. Après, c'est vrai que toute la difficulté, voilà. Après, il existe le CNTDA, excusez-moi, le CNTDA de Sainte-Anne, qui est un centre de référence, mais il ne diagnostique que le TDAH et le TSA, pas les troubles 10. Or, c'est extrêmement important aussi, et ça pose problème, excusez-moi, ça pose énormément de problèmes. Tu peux répondre, c'est Madame Garcia. Ça pose énormément de problèmes, et il est très important de sensibiliser aussi les pouvoirs publics, l'ARS, les ministères, etc., sur l'importance de cette prise en charge, parce que c'est un réel problème de santé publique et un réel problème d'isolement social, de précarité, d'employabilité, etc. Et il est important parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a 10-15 ans, ce n'était pas diagnostiqué comme aujourd'hui. Et beaucoup sont passés à la trappe parce que l'intelligence leur a permis de compenser jusqu'à un certain point. Mais l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Quand on a des enfants qui sont un peu compliqués, un peu difficiles, à 16 ans, on les met dehors. Je suis désolée, c'est un peu... Mais bon, faut être logique. Hein, et du coup, ils se retrouvent effectivement sans diplôme, sans capacité, sans rien. Ou parfois, ils sont mal orientés dans des sections qui ne leur correspondent pas. Et c'est très difficile à vivre, hein, aussi bien psychologiquement que d'un point de vue social aussi, parce qu'on se retrouve isolé, avec des difficultés de communication avec les autres, et c'est très compliqué. Donc il est extrêmement important de pouvoir faciliter ce diagnostic, cette pose de diagnostic, pour permettre à ces personnes-là d'accéder effectivement au dossier MDPH, qui vont leur permettre d'obtenir une RQTH. Cette RQTH leur permettra d'avoir des aménagements au travail. Ça peut être sous forme de logiciels, de dictée vocale, etc. Enfin, de différentes choses. Ça leur permettra aussi de bénéficier de dispositifs autres que le droit commun, de dispositifs spécifiques du handicap, pour pouvoir être accompagnés à l'emploi, et comme les emplois accompagnés pour tous, etc. Ils pourront être pris aussi en charge par des centres de réadaptation professionnelle,
qui sont équipés aussi pour ce genre de choses-là et qui pourront travailler avec eux sur des supports adaptés pour leur permettre d'obtenir des capacités ou des diplômes et les aider ou les accompagner aussi au niveau de l'emploi. Sachant que la médecine du travail, donc avec la RQTH, qui peut demander des aménagements du poste de travail, donc comme je vous disais tout à l'heure, des logiciels, etc., ça s'est pris en charge par l'AGFIF pour le secteur privé ou le FIF pour le secteur public. Donc en fait, c'est tout bénéfice pour l'employeur d'avoir une personne en situation de handicap, puisqu'il rentre dans les 6% d'obligation entre guillemets d'emploi des personnes en situation de handicap. On lui prend en charge les aménagements qu'il doit mettre à disposition de son employé, et il a quelqu'un qui peut être justement productif. On verra tout ça cet après-midi. Je vous propose qu'on continue parce que je vérifie la montre. On va en venir aux illustrations, justement. Vous avez 2 illustrations à partager avec nous. Oui, mais il me reste 15 minutes. Ouais. Du coup, alors soit on fait un plouf-plouf, vous avez l'occasion de choisir, soit je le fais en version rapide. J'ai juste une question par rapport à la pose du diagnostic. Si quelqu'un arrive avec un burn-out ou une dépression, ça vient pousser les chiffres et les... Ah oui. Alors moi, en fait, c'est quelque chose qui m'alerte tout de suite parce que la dépression, le burn-out, c'est la conséquence d'une problématique. Donc, c'est à moi, après, de savoir quelle est l'origine. Est-ce que c'est une origine purement psychopathologique ou est-ce que c'est une origine d'un enchaînement, finalement, d'épuisement, de fatigue parce que j'ai compensé comme j'ai pu, puis j'y arrive pas. Ou parce que le patient présente finalement des particularités TSA et qu'il est en situation où il ne sait pas du tout gérer le monde et qu'au final, en fait, c'est une résultante aussi finalement. Vous voyez, donc c'est pas évident, on va dire. Comment vous prenez en considération dans les tests? Vous demandez à la personne de repasser plus tard, de passer les tests préalables? Alors, c'est vraiment en concertation avec la patiente, enfin, ou le patient, enfin, la personne. Parce que moi, mon principe, c'est d'aider les gens. C'est pas les enfoncer encore plus. Donc, on discute. Si vraiment le patient, c'est extrêmement important pour lui, il va me le dire. Si c'est primordial, si c'est la chose qu'il faut faire parce que peut-être en concertation avec son médecin, ils ont besoin quand même d'avoir des éléments. Bon, mais moi, c'est quelque chose... Alors, ça va vraiment dépendre déjà des autres symptômes que je vais trouver aussi. Parce que si je me méfie toujours en fait de ces profils-là, quand je me méfie du harcèlement à l'école, quand je me méfie de la phobie sociale, phobie scolaire, ça, on a beaucoup de patients. Moi, je m'en rends compte là, depuis quelques années seulement. Je me dis, en fait, on est passé à côté de plein de TSA, de troubles du spectre de l'autisme, parce qu'on n'a pas su bien correctement les lire. Et on a dit, c'est un profil très anxieux, qui ne gère pas les paniques, les attaques de panique, qui ne gère pas du tout le monde. Et en fait, quand on va fouiller avec nos questionnaires, et puis qu'on va voir avec la famille, etc., on a même des questionnaires sur l'enfance. Et on se dit, mais oui, en fait, c'est ça. Donc, ça va vraiment dépendre vraiment de ce que le patient m'apporte, comment on le dit, puis l'urgence aussi des choses. Si c'est effectivement un simple burn-out et une phobie, je dis, moi, je ne le fais pas. C'est vrai, je suis formée à la neuropsychologie, je ne suis pas formée à la prise en charge des troubles anxieux précisément, on va dire. Très bien. Peut-être on peut choisir Madame Maladroite. Madame Maladroite, si vous voilà, voulez. je propose. Vous voulez Madame Maladroite? Le TDAH passera à la trappe. Alors, du coup, je vais le faire en mode express. Juste
simplement expliquer, parce qu'on va le revoir avec Madame Maladroite, mais vous avez un certain nombre de critères par problématique. Le TDAH, il a des caractéristiques, etc. Donc c'est ce que j'ai marqué. Allez-y. Allez-y. Voilà, donc passez. On a plus ou moins dit. C'était Madame Alice. Allez-y. Allez-y, encore. Là, successeur, résultat. Voilà, donc on va peut-être faire un petit point sur le trouble développemental des coordinations, ce qu'on connaît plus sur le nom de la thématique de la dyspraxie. Donc la dyspraxie, c'est vraiment des difficultés, on va dire, à programmer et à exécuter un geste fin. Et le geste, vous savez tous, que notre corps et nos mouvements sont vraiment inscrits dans l'espace. Donc on est face à une population qui rencontre énormément de difficultés par rapport à ce type de gestes. Donc il n'arrive pas à automatiser les gestes, il est en termes de plainte plutôt maladroit, va confondre la droite, la gauche, alors sur son corps mais aussi dans ses écrits. Donc on est vraiment sur des choses qui peuvent être extrêmement pénalisantes et embêtantes. Alors dans la scolarité évidemment, parce que si je ne sais pas faire mes lacets, j'ai beaucoup de mal à faire mes lacets, je n'arrive pas du tout à reproduire des figures, des formes, rien que des lettres. On va petit à petit finalement avoir une combinaison commune avec des éléments dyslexiques aussi. Et puis des dysgraphies. Allez-y. Donc, tout comme n'importe quel trouble du neurodéveloppement, on va avoir des caractéristiques, des critères qui sont inscrits dans ce que je vous disais tout à l'heure, des manuels comme le DSM. Donc, dans les critères de la dyspraxie, on a 4 critères importants. Donc, le premier, c'est que l'acquisition et l'exécution de bonnes compétences et de coordination motrice sont nettement inférieures au niveau escompté. Donc, ce qu'on va revoir avec le patient en général, c'est comment vous faites pour vous habiller, comment vous faites pour vous laver, est-ce que c'est des choses qui sont faciles, qui sont difficiles, est-ce que vous avez passé votre permis, donc on va voir avec Madame Jeanne ce qui se passe pour elle, mais on va être vraiment sur des éléments du quotidien. Et il faut effectivement que le patient se plaigne de difficultés manifestes de ce type de choses. Évidemment, le deuxième critère, c'est toujours un peu pareil, c'est qu'il faut que ça persiste, c'est pas ponctuel, et surtout avec la population adulte, ils l'ont depuis toujours. Ils ont ces problèmes depuis qu'ils sont jeunes. Et puis, on va par exclusion, on ne va pas retenir que c'est un patient qui a par exemple eu une anoxie cérébrale et qu'il a la moitié de son corps qui est, on va dire, handicapé, etc. Donc, on ne rentre pas du tout dans ce cas. Donc, je voulais vous illustrer ça maintenant avec Madame Jeanne. Voilà, Madame Jeanne, c'est la copine Gaston Lagarde. Voilà, alors c'est une jeune femme qui a 26 ans quand je la rencontre pour la première fois, et elle vient de la part de son médecin généraliste parce qu'il dit écoutez, ça fait quand même un bon moment que vous apprenez à votre permis et vous n'y arrivez pas, donc grande difficulté à passer son permis, mais très grande, plus de 200 heures de cours. C'est-à-dire qu'elle n'aura jamais aucun problème sur apprendre, elle comprend tout, elle a tout, voilà, son code, elle a eu le premier coup, il n'y a jamais eu de souci, mais alors l'application, c'est compliqué. Et quand on commence un peu à fouiller, c'est qu'elle va aussi dire que dans son parcours, puisqu'elle est infirmière, elle va aussi avoir des difficultés dans l'exécution de certains gestes professionnels et qui la gênent. Elle va se plaindre également qu'elle est relativement lente, maladroite, etc. Et puis, quand elle passe son permis, elle ne sait pas faire plusieurs choses en même temps, elle ne sait pas s'il faut qu'elle aille en avant, en arrière, etc. Donc c'est très compliqué. Et puis on va un petit peu rentrer dans son histoire et on va voir que dans le passé, elle a toujours eu quand même des difficultés à gérer la distance, que même encore à l'heure actuelle, elle se mélange toujours à choisir le pied droit du pied gauche avec les chaussures. Bon, bref, c'est très très compliqué pour elle.
Et puis sur le plan intentionnel, c'est pareil, elle se plaint de ne pas pouvoir être capable de faire plusieurs choses en même temps, d'oublier toujours systématiquement des choses dans sa vie professionnelle, à son travail. Elle ne sait plus si elle a donné une dose, je vais le dire en gros, de morphine à un patient, elle ne sait plus si elle l'a donné, etc. Parce qu'elle n'était pas du tout dans sa tête. Bref, elle vraiment beaucoup de difficultés d'organisation de manière générale. Allez-y. Donc, à l'issue de ce point-là, je me dis, bon, ok, on est vraiment sur ce côté attentionnel, exécutif, tout ce qui va être organisation du geste, etc. Donc, elle souhaitait de toute façon faire un bilan complet. Donc, qui dit bilan complet, on commence effectivement dans une démarche de test de QI. Et il faut savoir que le test de QI, là vous voyez la page, c'est la vraie page de ses résultats. Vous avez différentes épreuves. Chaque épreuve, on obtient une note et en fonction des notes et en fonction des catégories, on va voir un peu les points forts et les points faibles. Et là, si vous regardez à droite, vous voyez, il y a 2 petits traits verts. Vous êtes sur la moyenne, ça va du bas, c'est les notes qui vont de 1, et puis tout en haut, c'est des notes comme un peu à l'école qui montent jusqu'à 19. Et donc vous voyez qu'elle est plutôt sur la première partie du petit graphique, là, très performante sur le plan verbal, donc pas de souci du tout, elle est très à l'aise, elle est d'ailleurs très en avance, elle a 120 en verbal, donc elle est située dans la zone supérieure. Mais par contre extrêmement chutée dès qu'elle va devoir manipuler des supports. Donc là, par exemple, à gauche, je vous montre en illustration le type de test qu'elle avait à exécuter. Donc vous avez un modèle et le patient doit à chaque fois agencer les pièces pour refaire le modèle. Bon, sa note a été extrêmement chutée, elle a obtenu une note de 5, ce qui est faible. Et puis d'autres supports où elle doit mentalement aussi manipuler les choses dans l'espace, et donc elle va être aussi en difficulté. Sur le plan complémentaire, j'ai réalisé d'autres épreuves. Bon, j'ai pas tout mis parce que j'ai plus finalement fait le travail sur le TDAH, mais c'est pas grave. Les praxis, donc on a fait de l'attentionnel, mais là c'est juste pour vous illustrer, que vous compreniez que sur le plan perceptif, visuel, elle n'avait pas vraiment de soucis, mais dès que c'était donc traitement, pas de problème, mais dès que ça sortait par les mains, c'était systématiquement problématique. Allez-y. Donc, on a fait vraiment un raccourci extrême, mais ça va beaucoup plus loin, on a fouillé beaucoup de choses. Mais simplement pour vous montrer que dans la démarche diagnostique, par exemple sur la dyspraxie, on a en fait pour mission de montrer les points forts, les points faibles d'un patient. Donc là, effectivement, elle a une grosse dissociation, un gros décalage entre la sphère verbale et non verbale, donc une dissociation verbo-non-verbale. Très performante à l'oral, très performante dans son traitement, etc. Mais dès qu'elle va passer par les mains, ça va être très compliqué. Tout est compliqué et coûteux pour elle. On voit qu'elle ferme les yeux quand elle doit travailler, etc. Donc c'est rien de naturel chez elle. Et puis, allez-y. En tout cas, pour moi, c'était très clair que la difficulté qu'elle avait pour passer son permis était liée à une dyspraxie, puisqu'elle cochait toutes les cases des critères diagnostiques, elle cochait toutes les cases dans les bilans. Et donc, du coup, les recommandations qu'on a proposées, c'est qu'elle puisse prendre du temps pour aménager son quotidien avec un ergothérapeute, parce que là, elle était plus dans un besoin, non pas de rééduquer, parce que c'était compliqué, mais de compenser avec des vrais gestes utile au quotidien. Bon, je lui avais conseillé de faire un bilan orthoptique et neurovisuel, elle a été prise en charge. Et puis, de la reconnaissance de ses problèmes, puisque dans le cadre professionnel, en tant qu'infirmière, c'était très compliqué pour elle d'avoir certains gestes. Elle n'arrivait pas du tout à apprendre des gestes très importants pour son métier. Donc, c'était important pour elle qu'elle fasse reconnaître les choses. Et je lui avais conseillé finalement de faire une demande pour pouvoir passer son permis en boîte automatique. Et là, ça a tout changé parce qu'elle l'a eu du premier coup, du coup. Voilà. Et puis ce qui était très important pour elle, c'est finalement
de réussir à comprendre ce qui se passait chez elle. Ça a beaucoup changé. Donc, en conclusion, on n'a pas eu toute l'illustration, mais j'espère que je vous aurai fait comprendre que c'est, en tout cas pour nous en tant que professionnels, extrêmement passionnant de travailler avec l'adulte parce que on part à une racine, on remonte en arrière, c'est une vraie enquête, donc c'est vraiment passionnant. C'est important pour nous de comprendre la demande, comme on parlait avec Madame Durand tout à l'heure. Les patients viennent, mais il faut être sûr de ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin et répondre à leurs questions. C'est à nous ensuite d'enchaîner les différentes étapes et puis de pouvoir finalement, à l'issue de tout ça, les réorienter vers un professionnel si besoin et puis leur proposer aussi un parcours pour la suite de prise en charge. Voilà. Merci beaucoup. On peut prendre une toute dernière question. Je suis désolée, je suis obligée de vérifier le timing. Donc, Madame, oui. Qu'est-ce que l'on appelle la pensée en arborescence? Alors, une pensée en arborescence, alors c'est une thématique. On ne sait pas réellement comment le patient finalement fonctionne. Mais une pensée en arborescence, comme son nom l'indique, ça vient d'arbre. C'est-à-dire c'est un enchaînement de concepts ou d'idées que le patient a. C'est-à-dire il a une idée A qui amène à l'idée B, l'idée C, etc. Et donc du coup, il va être vraiment dans une dispersion ou une analyse très rapide des informations. Et donc du coup, il va réfléchir très vite et dans tous les sens. Je suis désolée, ou alors très 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 rapide, parce que je ne peux pas frustrer les personnes. Après, je suis là. Hein, Oui, c'était par rapport au diagnostic, en fait. Quand vous parliez de compensation, il y a souvent les enfants HPI qui compensent des troubles 10, oui. Et ça ne se voit pas des petits à l'école. Tout à fait. Par exemple, un enfant dyspraxique, mais qui a un haut potentiel, va compenser. À ce moment-là, comment vous faites? Parce que votre bilan est hétérogène, il n'est pas homogène. C'est tout à fait vrai. Mais comment le faire comprendre à des enseignants ou à le corps enseignant, quoi, parce que parfois c'est pas... Ouais. Alors, j'ai une vidéo sur ce sujet. J'avais fait une soirée à thématique HPI et troubles associés. Donc, vous les retrouvez sur Neurosphère 93 sur YouTube. Vous allez retrouver ce genre de choses. Mais c'est compliqué. Le travail aussi avec les enseignants, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que HPI, c'est compliqué quand il y a un trouble associé. Parce que légalement, en fait, un HPI, c'est supérieur à une certaine note. Donc, s'il y a une hétérogénéité, est-ce qu'on peut parler d'HPI? Théoriquement, non. Mais c'est vrai que nous, on a une lecture à travers les réponses, le retour, les résultats, et c'est évident qu'il y a un HPI, mais qui se révèle difficilement, parce qu'il y a une problématique, effectivement, d'inscription, etc. Donc, toutes les combinaisons sont possibles, en fait. En sachant qu'HPI, ce n'est pas un diagnostic. On est d'accord. Donc du coup, voilà. Après, c'est une histoire de communication. Je pense que si vous avez eu une démarche diagnostique avec un professionnel, le plus simple, c'est d'inviter le professionnel pour que ça se passe avec l'école et que les choses soient dites, qu'il ait bien les aménagements nécessaires. Parce que je pense que ça doit être super rapide à l'oral et que ça va être très compliqué sur le transfert écrit. Donc oui, il faut en parler et bien en parler avec les bons professionnels. Merci, je pense qu'on peut vous remercier et vous applaudir.